Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux nouvelles pratiques RH à l'international. Je me présente, je suis Sébastien Kahn, responsable du World Trade Center Brest. Peut-être quelques précisions sur ce webinaire donc, qui est enregistré, que vous pourrez donc revisionner par la suite. Merci de couper vos micros, d'activer vos caméras lorsque vous souhaiterez prendre la parole lors de la session questions-réponses. Et puis, vous avez bien sûr une fonction chat si vous voulez poser vos questions afin qu'on les adresse par la suite aux différents intervenants. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathieu Chave de la Maison internationale. Merci Sébastien et bienvenue également à tous et toutes sur ce webinaire conjointement organisé par la Maison internationale de Brest et le World Trade Center. Alors comme l'évoquait Sébastien, ce webinaire sera disponible dans les prochains jours sur la page Facebook de la Maison internationale et sur la page YouTube de la CCI MBO. Là, en quelques mots, la Maison de l'International, elle est située sur le plateau des Capucins à Brest, en face des ateliers. C'est un lieu d'accueil, de rencontre pour un peu plus de 20 associations de solidarité internationale. C'est aussi un lieu où on accueille des porteurs de projets à l'international, que ce soit des entreprises ou des étudiants. On y organise de nombreuses réunions et événements sur ces thématiques. Et puis enfin, et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi un certain nombre de rencontres brestoises autour de l'international. Ce soir, on va parler mobilité et RH à l'international, mais on a travaillé sur d'autres thématiques, comme celle de l'impact du Covid sur la fonction de commercial export, ou encore le lien entre les stagiaires internationaux et les acteurs économiques du territoire. Ce soir, c'est donc organisé en partenariat avec le World Trade Center et je vais laisser la parole à Sébastien qui va vous présenter cet outil. Merci Mathieu. Effectivement, donc le World Trade Center Brest fait partie d'un réseau mondial de 318 World Trade Centers dans 91 pays. Alors la carte est toute petite, mais bon voilà, c'est à l'échelle de l'écran. Qui est derrière ça? Donc effectivement, localement, c'est la CCMBO, donc la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest, qui porte la licence sur la région Brest-Finistère. Et donc, on a souhaité faire ça en lien avec les différents acteurs de l'international, localement Brest Métropole, le Technopole Brest-Iroise, l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, les acteurs régionaux que sont BCI, Bretagne Commerce International, et les CCE, les conseillers du commerce extérieur, et puis au niveau national avec Business France et BPI France. Avec trois objectifs relativement simples, mais ambitieux malgré tout, qui sont de renforcer l'attractivité de la pointe bretonne. Hein, donc, en s'inscrivant dans ce réseau mondial, c'est aussi faire partie d'un écosystème international. Localement et aussi donc pour les entreprises actives à l'international, eh bien c'est activer et animer cette communauté d'affaires, donc avec un certain nombre de rencontres que nous organisons tout au long de l'année. Et puis, avec les partenaires que j'ai mentionnés précédemment, c'est aussi constituer un hub, donc voilà, faciliter la mise en relation avec l'ensemble de l'écosystème. Concrètement, donc, ce qu'on propose, ce sont effectivement des événements, des rencontres, alors virtuelles ou présentielles. Bien sûr, l'accès au réseau des 318 World Trade Centers pour les adhérents, que ce soit pour des solutions immobilières, pour identifier des partenaires dans un pays. Et puis des sessions, je dirais, qu'on organise également un peu plus sur la partie compétences, des petits déjeuners en anglais, par exemple. Voilà, donc c'est une initiative voilà, qui vise à fédérer aussi les acteurs on va dire, de l'Ouest breton sur l'international. Sans plus attendre, voilà, on va rentrer sur le vif du sujet et donc rappeler un petit peu, je dirais, pourquoi on a souhaité avec la Maison internationale organiser ce webinaire. Il y a de nombreuses nouvelles pratiques dans la gestion des ressources humaines à l'international qui ont émergé ces derniers mois, sous la contrainte des fermetures de frontières, des restrictions de déplacement ou des confinements. Les entreprises ont globalement fait preuve d'agilité hein, et donc pour poursuivre leur activité,
et se sont familiarisés avec des concepts qui étaient complètement étrangers auparavant, hein, le work from home, hein, le télétravail, le work from anywhere, avec des pays qui accordent des visas nomades, donc c'est aussi des changements, je dirais, profonds dans les habitudes, ou encore tout ce qui est virtual assignment, donc affectation virtuelle, avec pour corollaire, si ce n'était pas déjà le cas, mais de propulser la gestion des ressources humaines à l'international dans la sphère stratégique de l'entreprise. Et donc, par rapport à ça, toutes ces solutions, il y a des nouvelles solutions qui apparaissent, mais il faut aussi se poser la question, est-ce qu'elles sont adaptées aux entreprises qui se développent à l'international? Il y a des choses qui fonctionnent bien, et donc on a souhaité réunir un panel de différentes solutions. Et puis voir aussi quels sont les points de vigilance par rapport à ces nouvelles pratiques. Un autre point important aussi, hein, c'est comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise avec des salariés qui interviennent sous différents formats au sein de l'entreprise. Donc voilà, les objectifs de ce webinaire, ce soir, c'est de rappeler quelques fondamentaux pour recruter, envoyer un collaborateur à l'étranger, faire un inventaire qui n'est pas exhaustif, bien entendu, des solutions éprouvées pour repenser la mobilité internationale, avec des exemples donc, que nos intervenants vont vous présenter. Mettre en exergue les solutions qui fonctionnent et puis souligner les points de vigilance. Et puis, bien sûr, favoriser l'interaction entre vous, auditeurs, participants, avec les intervenants que nous avons réunis ce soir. Donc, avec Manuela Fauvel, hein, spécialisée en droit social au sein du cabinet FIDAL, avec Mathieu Chapin également, lui sur la partie droit fiscal. Nous accueillons également une collègue de la CCI Nouvelle-Aquitaine, Stéphanie Vincent, qui nous parlera de Mobilize SME. Xavier Guérard de Business France, en charge du programme des VIE. Et enfin, Étienne Poirot-Bourdin, fondateur de OE, qui nous présentera tout à l'heure. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Manuela et Mathieu pour nous donner un peu le cadre présent, en tout cas dresser le décor. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je partage mon écran. Voilà. Et j'attaque donc sur notre présentation sur les aspects. Bon, merci Sébastien, merci Mathieu. Et pour revenir sur ce que disait Sébastien, on va attaquer sur les aspects fiscaux et sociaux de ces nouvelles notions. Alors, même si je vais un peu refroidir l'ambiance, puisque nous, work from home, work from anywhere, virtual assignment, sont des notions qui n'existent pas en fait en droit fiscal et en droit social. Je dirais même qu'on n'a pas en droit fiscal et en droit social de définition du détachement et de l'expatriation, qui sont des notions déjà plus communes, qui étaient plus couramment utilisées. On va en avoir en droit de la sécurité sociale, Manuela reviendra dessus. Mais nous, on a des notions qui sont beaucoup plus fiscales ou sociales, et notamment pour la fiscalité, la notion centrale, ça va être la notion de résidence fiscale. Et à travers toutes les hypothèses que Sébastien a évoquées tout à l'heure, la question, ça va être de savoir si le salarié transfère ou non sa résidence fiscale de France vers un autre État ou d'un autre État vers la France. Alors, cette notion, elle est centrale parce qu'elle détermine l'étendue des obligations fiscales du contribuable, puisque en France, lorsqu'on est résident fiscal de France, on a des obligations fiscales qui sont illimitées, c'est-à-dire que tous les revenus sont normalement là-bas en France, sous réserve des conventions fiscales applicables. Et inversement, lorsque l'on est non résident, on est imposable en France que sur les revenus de source française pour lesquels la Convention laisse le droit d'imposer à la France. Alors, autre point, c'est que la résidence fiscale, elle est définie évidemment par le Code général des impôts français, avec des critères qui tiennent au foyer au sens familial, au lieu de séjour habituel, et des critères d'ordre économique comme l'État dans lequel on exerce une profession de manière non accessoire, ou l'État dans lequel on a le centre de ses intérêts économiques. Mais on va avoir aussi une définition dans l'autre État. Donc, on peut avoir un conflit de résidence fiscale si chacun des États applique sa propre définition, considère qu'elle est applicable
considère que la personne est résidente de son État. Et donc, après, on a des conventions fiscales qui prévoient les modalités de répartition du droit d'imposer dans ces cas-là. Alors, comme indiqué, le critère de 183 jours n'est vraiment pas un critère absolu. Et notamment dans les conventions fiscales, on va avoir le centre des intérêts vitaux qui va entrer en jeu, qui regroupe le centre à la fois des intérêts personnels mais aussi professionnels. Et donc, une fois qu'on aura déterminé la résidence fiscale, il y a pas mal d'obligations qui vont en découler déclaratives, puisqu'on va arrêter de devoir déposer des déclarations en France ou devoir en continuer si on a encore des revenus de source française, commencer à déclarer dans votre État. Il va falloir déterminer quel type de revenu reste imposable en France ou dans notre État. Et la résidence fiscale aussi peut faire gagner ou perdre certains régimes fiscaux de faveur, notamment au regard du droit français, puisque pour les résidents fiscaux de France, par exemple, lorsqu'ils sont envoyés à l'étranger plus de 183 jours sur certains types de missions, comme des chantiers de construction ou des missions d'extraction, ils peuvent bénéficier d'une exonération totale de leur rémunération versée à l'étranger. Inversement, des gens qui sont impatriés en France vont pouvoir bénéficier sur leur complément de rémunération d'une exonération totale pendant 8 ans, à condition de devenir résidents fiscaux français. Donc, on voit que c'est quand même une notion fondamentale et qui peut avoir en plus des intérêts majeurs. Alors, ça, c'est la notion, je dirais, d'une manière générale au regard telle que posée par la Convention. Mais la Convention, après, elle, une fois qu'on a déterminé l'état de résidence, va déterminer où sont imposables les salaires, puisque là, on va parler du cas général des salariés. Et le principe, c'est que les salaires sont imposables dans l'état où la prestation est réalisée. Donc, si je suis un résident français et que je travaille un petit peu en France, un petit peu en Allemagne, par exemple, on peut avoir une répartition du droit d'imposer entre la France et l'Allemagne. Avec une exception, qui est la mission temporaire. C'est qu'on considère qu'en fait, il n'y a pas assez de critères d'attraction dans l'autre pays et le salarié reste imposable entièrement dans l'État dans lequel il est résident. Donc pour ça, il faut travailler moins de 183 jours dans l'autre pays et que la rémunération ne soit pas supportée par un employeur établi dans cet autre pays ou par un établissement stable qui aurait dans cet autre pays. Donc il y a toute une gymnastique à faire pour voir dans quelle case on se situe en termes d'imposition. Ce qui peut avoir, on le verra, des répercussions chez l'employeur qui peut être amené à prélever des revenus à la source ou le prélèvement à la source. Alors, toutes les nouvelles situations qu'on évoque ce soir ont quand même une origine, même s'il y avait commençait à y avoir une évolution dans les modalités d'envoi des salariés à l'étranger, puisqu'on se rendait compte quand même que les missions étaient commençaient à être sur des durées plus courtes, il y a beaucoup de commuting, vraiment des missions courtes. Mais avec la crise de Covid, on voit qu'on a, on imagine, enfin, on peut explorer aujourd'hui tous les champs des possibles en termes de travail à l'étranger ou de l'étranger vers la France, et notamment, d'une manière très générale, le télétravail. D'un point de vue fiscal, on va rester sur les règles classiques. Ça va être le recours à la notion de résidence fiscale et à l'état de la source de la rémunération, avec les principes conventionnels que je vous énonçais juste avant. Néanmoins, dans le contexte Covid, l'OCDE et les États ont, je dirais un petit peu en urgence, énoncé des règles pour que les situations, je dirais, de Covid ne génèrent pas des changements un peu brutaux de résidence fiscale. Donc, il y a eu des guidelines qui ont été publiés pour dire que les changements de lieu de travail contraints ne devaient pas entraîner de résidence fiscale. Néanmoins, ça reste des commentaires qui sont assez flous, notamment au niveau de l'OCDE, qui explique qu'il est normalement peu probable qu'il y ait des changements de résidence fiscale, mais peu probable, ça reste en termes de sécurité juridique insuffisant. Et en fait, il va falloir aujourd'hui faire la différence entre, alors j'ai utilisé le terme générique de télétravail, mais de travail à distance subi ou choisi. Et c'est sûr que quand on est dans la force majeure, parce qu'il y a un travel ban et qu'on se retrouve dans un autre pays, il n'y aura pas de changement de régime fiscal. Par contre, si on tombe dans un travail à distance, ou en tout cas dans un autre pays que celui dans lequel on travaillait habituellement, et qu'on a choisi cette situation pour des raisons de confort, parce que son conjoint est à l'étranger, ou on a voulu le rejoindre, etc., là,
on risque de ne pas bénéficier des critères, enfin de la tolérance des commentaires OCDE et de l'administration fiscale française pour tomber dans un télétravail donc choisi et avec potentiellement des risques en matière de résidence fiscale et de changement de, de résidence fiscale, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Alors, je laisse un petit peu de côté le cas des frontaliers, pour lequel, par ailleurs, il y a eu des accords entre les pays concernés, avec la Belgique, entre la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, pour maintenir les dispositions favorables dans le contexte de Covid, puisqu'on n'est pas vraiment concerné en Bretagne. Alors, là, je vous ai brossé un petit peu le tableau du point de vue des salariés, mais ces situations de déplacement de salariés peuvent avoir des conséquences importantes pour l'employeur. Et évidemment, avec la crise Covid et les nouvelles habitudes qui ont été prises, on va voir que ces risques peuvent être importants. Enfin, ces risques, en tout cas, il faut anticiper les changements. Alors, du point de vue de l'employeur, il peut être considéré comme ayant un établissement stable à l'étranger lorsqu'il a, par exemple, une installation fixe d'affaires. Donc, ça, c'est un peu une installation matérielle assez importante, un bureau, une usine, etc. Mais aussi dans deux cas, notamment lorsqu'il a une personne qui a le pouvoir de négocier au nom de la société. Alors ça, c'est des principes qui sont assez nouveaux, qui ont été étendus suite à la crise financière par l'OCDE et qui ont été repris par le Conseil d'État récemment, qui disent que même si la personne n'a pas le pouvoir de signer, mais qu'elle négocie tout un contrat et que son employeur, qui est en France, par exemple, n'a plus qu'à signer de manière mécanique, cette personne est censée représenter son employeur à l'étranger et est considérée comme constituant un établissement stable de l'employeur à l'étranger. Donc là, pour l'employeur, ça change complètement, puisque ça veut dire qu'il est fiscalement identifié comme un sujet à l'étranger. Alors, voilà. Alors, les problématiques dans ce domaine, c'est que quand on est un établissement stable à l'étranger, parce qu'on a par exemple un salarié qui est en télétravail et puis qui l'a choisi, qui est bien et qui reste et qui a le pouvoir d'engager l'entreprise, eh bien, on se retrouve soumis potentiellement à l'IS et éventuellement à la TVA dans cet État. Alors, ça peut être aussi le cas que je n'ai pas mentionné ici, mais où ce sont des cadres importants, voire des mandataires sociaux qui changent de pays, puisque dans les critères de l'établissement stable fixés par les conventions fiscales, on a notamment la notion de siège effectif. Alors, le siège, c'est le lieu d'où sont prises les décisions concernant la gestion du groupe. Et si c'est un cadre majeur qui se déplace et qui prend des décisions importantes pour le groupe ou la société, il peut y avoir un établissement stable dans l'endroit où il s'est installé. Alors donc, pour revenir à l'établissement stable, dans l'état où travaille le collaborateur, si on devait en avoir un, eh bien, la société doit s'identifier auprès des administrations locales. Et à défaut, on a quand même des risques qui peuvent être très significatifs, puisqu'on peut aller jusqu'à des sanctions fiscales très élevées, voire des sanctions pénales dans certains pays. Donc, c'est vraiment un sujet auquel il faut faire très attention. Et par rapport à la crise Covid, alors j'avais envie de dire quand j'ai commencé à préparer le support que c'est un sujet qui était derrière nous, mais malheureusement, on va peut-être revenir sur les travel bans, c'est déjà le cas d'ailleurs. Mais l'OCDE, donc dans ses commentaires de 2020, a raisonné en matière d'établissement stable comme en matière de la résidence fiscale des salariés. C'est-à-dire qu'en gros, il faut distinguer les situations de suivi des situations choisies. C'est vrai que des salariés qui se retrouveraient un cadre, un mandataire social ou un cadre qui a le pouvoir de représenter l'entreprise et qui se retrouverait à l'étranger, mais bloqué à l'étranger sans l'avoir choisi, on ne considérerait pas que la société a un établissement stable, puisqu'il faut quand même que derrière l'établissement stable, il y ait une certaine pérennité. Alors, si ce n'est pas choisi, on sait qu'il va revenir dès qu'il en aura l'occasion. Alors, juste avant de laisser la parole à Manuela, j'avais deux exemples à évoquer. On voit un peu les effets de la crise Covid et puis des changements de situation. Alors, je pense à deux salariés. Alors, il y en a un qui est un salarié belge, mais qui est établi en France depuis longtemps, qui vit dans le Finistère. Hein. Et c'est une situation qu'on rencontre pas mal dans le Finistère, c'est celle justement que j'évoquais tout à l'heure, de l'exonération pour travail plus de 183 jours à l'étranger sur des chantiers. Donc, il est ingénieur, il travaille sur des chantiers. Et puis, avec la crise Covid,
Il a commencé à travailler en Afrique du Sud une partie de l'année, et puis rapidement, il a dû revenir en France puisque les voyages étaient interdits. Il a préféré rester en France. En plus, son employeur lui a mis des jours de carence, des jours de congé maladie, puisque certaines journées, il ne pouvait pas travailler. Et donc, il s'est retrouvé à travailler moins de 183 jours en Afrique du Sud. Et il a donc perdu cette exonération de l'article 81A, ce qui, pour des ingénieurs avec des salaires significatifs, génère une source d'impôt très importante. Autre situation qu'on rencontre fréquemment sur les chantiers, alors là plutôt du côté français, c'est le recours à la main-d'œuvre étrangère, qui se fait beaucoup, notamment dans la construction navale, mais aussi les chantiers de construction, dans le BTP. Donc on fait appel à des sous-traitants étrangers qui envoient de la main-d'œuvre. Et puis, nous, on a eu le cas d'un sous-traitant étranger qui a envoyé un salarié au début pour une durée de moins de 6 mois. Le contrat était prévu comme ça. Donc, compte tenu de la clause de mission temporaire, contenue dans la convention fiscale concernée, le salarié n'était pas du tout imposable en France. Donc, là, pas de problème de fiscalité, c'est simple, pas de formalité, impeccable. Sauf que, évidemment, le marché a un peu changé, et puis, enfin, le marché de construction a un peu changé, et puis les circonstances ont un peu changé aussi, notamment par rapport à la crise Covid. Ils ont décidé de le laisser plus longtemps en France, donc il a passé la durée de 6 mois. Et donc là, automatiquement, ces rémunérations devenaient imposables en France, mais néanmoins, il fallait déterminer les modalités d'imposition, et celles-ci dépendaient du fait de savoir si le salarié était résident fiscal de France, auquel cas on aurait du prélèvement à la source, comme on le connaît maintenant sur tous les salaires, ou si ce salarié avait été resté résident fiscal de son pays, ce qu'on a considéré puisqu'il avait encore sa femme, ses enfants là-bas, et puis qu'il retournait dès qu'il avait l'occasion, auquel cas il y a bien l'imposition en France avec une obligation à la charge de l'employeur de retenue à la source, qui est différente du prélèvement à la source, c'est une retenue à la source spécifique. Donc voilà un peu les situations que l'on peut rencontrer. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Manuela sur la partie sociale. Merci Mathieu et bonsoir à tous. Je suis Manuela Fauvel, je suis avocate associée au sein du cabinet Fidal et en charge des problématiques de droit du travail avec une vraie sympathie pour tout ce qui touche aux éléments d'extranéité en droit du travail et donc toutes les situations de mobilité internationale. Et donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu présente à l'invitation de Sébastien, que je remercie à nouveau. Pour vous expliquer un petit peu les réflexes qu'il faut avoir quand on est en situation de mobilité internationale, et puis plus particulièrement sur les nouvelles modalités d'exécution d'une relation salariée, parce que dans le cadre effectivement de la crise du Covid et des confinements, on a vu des nouvelles modalités d'organisation du travail voir le jour ou se développer. Et il faut inévitablement se poser la question du développement de ce genre de modalités d'exécution d'une relation de travail en situation de mobilité internationale. Alors, je ne veux pas doucher l'ambiance non plus, mais en fait, le droit, souvent, il bouge moins vite que les aspects RH. Et donc, on a vu que les entreprises, les salariés, se sont adaptés à une vitesse phénoménale dans le cadre du contexte qu'on a connu depuis 2020. Et pour autant, le droit ne s'est pas forcément adapté à la situation. Et donc, on a des problématiques où on est confronté à des nouvelles modalités d'organisation du travail, notamment en situation de mobilité internationale, avec des notions juridiques qui n'ont, elles, pas forcément évolué. Donc, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et donc, il va falloir faire une analyse des nouvelles modalités d'organisation du travail en regardant les vieilles notions juridiques qui doivent s'appliquer. Donc en fait, pour pouvoir parler de tout ça, en matière sociale, il faut distinguer deux aspects. La sécurité sociale, c'est où est-ce qu'on paye nos cotisations de sécurité sociale et quel pays nous fait bénéficier des prestations de sécurité sociale.
l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les accidents du travail, la retraite et autres mutuelles, etc. Là-dessus, la réglementation est claire en définissant deux notions, la notion de détachement et la notion d'expatriation. La notion de détachement, c'est un régime dérogatoire à la règle internationale qui s'applique à toute situation de mobilité internationale, qui est de dire qu'on va dépendre du régime de sécurité sociale du pays dans lequel on travaille. Donc, si on est un salarié français et qu'on va travailler dans un autre pays, alors, sauf application du détachement, et je reviendrai dessus, on doit relever du régime de sécurité sociale du pays dans lequel on travaille. Donc, on ne relève plus du régime de sécurité sociale français, on ne paye plus ses cotisations en France et on ne bénéficie plus des prestations de sécurité sociale françaises. Sauf si on peut bénéficier d'une situation de détachement. Et le détachement, c'est une règle dérogatoire où les pays entre eux se sont entendus dans le cadre de conventions bilatérales ou dans le périmètre de l'Union européenne dans le cadre de la réglementation communautaire pour dire que parce que la mission n'est pas très longue et n'est pas durable, alors on donne la possibilité à l'employeur et aux salariés de maintenir le régime de sécurité sociale d'origine. Donc un salarié français qui irait travailler pour 1 an dans un pays couvert par une convention bilatérale de sécurité sociale pourrait continuer de bénéficier de la sécurité sociale française en payant ses cotisations de sécurité sociale en France et en bénéficiant des prestations de sécurité sociale françaises. Et ce distinguo-là, il est extrêmement important parce qu'en France, on connaît, notre régime est assez confortable, on sait ce qu'on paye, on sait les prestations qui y sont associées. Quand on part dans un pays à l'étranger, c'est un petit peu la découverte de savoir combien ça va coûter et de quelle manière on va être couvert en termes de risque. Donc ça, c'est une première question à se poser, savoir si oui ou non on peut bénéficier d'une situation de détachement au sein de la sécurité sociale. Et puis, en droit du travail, en revanche, ces notions de détachement et d'expatriation ne sont pas des notions strictement définies. Et donc, c'est des notions qui sont un peu plus évanescentes. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'une situation de détachement, c'est lorsque le salarié avait une relation de travail préexistante avec un employeur français et qu'il va être envoyé par cet employeur dans un pays étranger pour soit faire le même travail, soit assumer une mission spécifique mais qui est en lien avec son contrat de travail initial. Dans une situation d'expatriation au sens du droit du travail, on va être là plus dans une situation plus absolue, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins couper le lien entre l'employeur initial français et la mission qui va être réalisée à l'étranger, soit parce que le salarié va être recruté directement par une filiale à l'étranger ou par une société partenaire à l'étranger. Et dans ces cas-là, il y a une rupture, alors pas forcément complètement définitive, mais en cours d'exécution du contrat de travail, il y a une distanciation du lien entre l'employeur initial et la réalisation de la mission à l'étranger. Mathieu, si tu veux bien passer quelques slides, parce que j'ai parlé très vite. Donc voilà. Et donc, ce qu'il faut pour bien gérer un projet de départ à l'étranger, qu'on soit salarié ou employeur, il faut se poser un certain nombre de questions. Je veux bien que tu passes les autres slides. Encore. Voilà. Non, on revient, pardon. Voilà, merci. Une des premières questions qu'il faut se poser, c'est si j'envoie un salarié ou si moi-même salarié, je pars à l'étranger, il va y avoir un contrat de travail qui va être conclu. Et la question qui se pose, c'est de savoir quelle va être la loi applicable à ce contrat de travail. Quand on est dans une situation de mobilité internationale, les traités internationaux nous disent que les parties peuvent choisir librement la loi applicable à la relation de travail. Donc, on a l'habitude de dire que si les parties
souhaite que ce soit la loi du pays où va être exécutée la prestation de travail qui s'applique, on sera là dans un contrat dit local. En revanche, si on veut maintenir en tout ou partie l'application de la loi d'origine, là, on sera plutôt dans un contrat qu'on appellera d'expatriation, puisque, pour parler de nous, ce sera la loi française qu'on choisira comme étant applicable à la relation de travail. Sur la diapositive suivante, une autre question qui va se poser pour savoir si oui ou non je suis dans une situation où il est adapté de passer sur un contrat local ou de maintenir un contrat d'expatriation. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qui est en définitive l'employeur. Et quand on parle d'employeur, là, on se dit, ce qu'il faut savoir, c'est qui donne des instructions, qui contrôle l'activité du salarié. S'il y a un maintien au moins partiel du lien de subordination qui donne les instructions et qui contrôle l'activité de mon salarié, alors le lien va être maintenu avec l'employeur français et on pourra partir sur un contrat d'expatriation. En revanche, si on travaille avec une société partenaire, cette société partenaire est complètement autonome par rapport à l'employeur d'origine et que c'est cette société partenaire qui va donner les instructions, vérifier la qualité du travail, là, on pourra envisager de partir sur un contrat local. Une autre question qu'il faut se poser également, c'est comment je structure la rémunération, comment j'envisage la rémunération quand je suis en situation de mobilité internationale. Souvent, quand je suis un salarié et que je pars à l'étranger à la demande de mon employeur ou parce que j'ai émis le souhait d'une mobilité internationale, il va y avoir un contrat d'expatriation qui va être envisagé avec mon employeur. Et donc, on va tenir compte des éléments spécifiques de la mission qui va être à accomplir à l'étranger. En termes de rémunération, ça va se traduire par une augmentation de la rémunération versable en France pour tenir compte effectivement des missions spécifiques qui vont être effectuées à l'étranger et éventuellement du coût de la vie. Autre exemple, je pars à l'étranger parce que j'ai vraiment beaucoup insisté auprès de mon employeur et que mon employeur souhaite développer un partenariat avec une structure locale. Là, on va partir sur un contrat local, mais qu'on pourra aménager, notamment en termes de structure de rémunération, en prenant en considération des éléments qui permettent d'évaluer le coût de la vie et surtout la différence entre le coût de la vie en France et le coût de la vie dans le pays d'accueil pour tenir compte effectivement et venir gommer ces différences pour permettre d'avoir une vision à peu près similaire en termes de reste en poche pour le salarié. Une autre question qu'il faut se poser également quand on est en situation de mobilité internationale, c'est le retour à la situation initiale. Je vous dis, on peut partir parce qu'il y a une mission qu'il faut réaliser qui est plus ou moins longue, mais cette mission, elle n'est pas forcément permanente. Ou alors, cette mission, si elle est permanente, pour une raison ou pour une autre, eh ben, on doit y mettre un terme. Ça a pu être le cas dans les situations liées au contexte sanitaire. Eh bien, ces aspects-là, il faut pouvoir les anticiper même avant le départ du salarié pour pouvoir bien les appréhender au moment où l'événement survient, parce que souvent, quand l'événement survient, on est un petit peu dans l'urgence, ce qu'on a pu connaître dans la situation qu'on a vécue depuis 2020. Et là encore, on a de la réglementation en droit français notamment qui impose à l'employeur initial, même s'il y a eu une rupture du contrat de travail avec lui dans le cadre de la mobilité internationale, qui lui impose d'organiser et le rapatriement du salarié et sa réintégration dans un poste équivalent à celui qu'il a quitté lorsqu'il est parti en mobilité internationale. Et donc ça, ce sont des questions qu'il faut impérativement se poser, sans tabou, même avec le salarié, mais avant le départ de celui-ci pour sa mission.
afin que ça puisse se gérer au mieux au moment où l'événement intervient. Alors, ce que je voulais vous signaler également, et qui est très en lien avec le thème de la soirée, c'est comment on gère, par exemple, une situation de télétravail depuis l'étranger. Parce que dans le contexte qu'on a connu là, depuis 1 an et demi, on s'est rendu compte que certains salariés qui pouvaient être des salariés itinérants se retrouvaient dans des situations où ils ont souhaité établir leur résidence personnelle dans un autre pays que la France. On a été beaucoup confrontés à ces situations-là où des employeurs ont su, après coup, que le salarié était allé vivre dans un pays étranger. Et ce n'est pas sans incidence sur les obligations de l'employeur et les obligations du salarié que de se retrouver dans cette situation-là. On est là dans une situation qu'on va traiter comme étant télétravail, donc en application des réglementations françaises qui n'ont pas du tout tenu compte de ces situations de télétravail avec un élément d'extranéité. Donc, il faut pouvoir effectivement envisager ça. Dès qu'on identifie cette situation-là, il faut pouvoir la traiter dans le cadre d'un avenant où on identifie l'ensemble des modalités d'exécution du contrat de travail pour pouvoir les définir de manière adaptée à la situation réelle du salarié. Il faut pouvoir se poser la question, par exemple, il travaille de chez lui, certes, mais on doit être garanti que ses conditions matérielles de travail sont optimum. On doit pouvoir probablement participer à la prise en charge d'un certain nombre de frais. Et ce n'est pas sans poser des difficultés lorsque la situation de télétravail elle est contrainte du point de vue de l'employeur. De la même manière, un salarié qui va être dans cette situation-là a, dans le cadre de son obligation de loyauté, l'obligation d'informer au préalable son employeur de cette situation-là. Pourquoi ? Parce que si on en revient aux dispositions applicables en situation de mobilité internationale, en termes de protection sociale, les traités internationaux et les conventions bilatérales nous disent que lorsque j'exécute ma prestation de travail depuis un pays à l'étranger, alors je relève du régime de protection sociale de ce pays. Or, ce principe-là est applicable aux situations de télétravail. Et donc, quelqu'un qui va se mettre en situation de télétravail depuis un pays quelconque, mais hors de France, entre dans cette situation-là et s'expose à ce que l'assurance maladie, par exemple, française, lui refuse la prise en compte de ses frais parce qu'il travaille depuis l'étranger et parce que l'employeur, dans l'ignorance de la loi ou dans l'ignorance de cette situation-là, n'a pas fait les formalités préalables auprès des régimes d'assurance français pour signaler une situation de détachement. Donc, extrême vigilance par rapport à ça. Qu'on soit en situation de work from home ou work from anywhere, dans ces deux situations-là, on est dans une situation qu'on va qualifier en droit français de télétravail. Et donc, en plus, dans une situation de mobilité internationale, donc avec de grands enjeux en termes de sécurité sociale. Merci Manuela. On va peut-être, je vous laisse finir, mais donc vous étiez arrivé à la fin. Ok. Oui, je ne voulais pas casser l'ambiance, mais voilà, il y a un certain nombre de vigilances à avoir pour bien gérer une situation de mobilité internationale. Ok, écoutez, bien noté. Merci Mathieu et Manuela pour ce décryptage. Et je pense qu'il y aura du travail par la suite encore, je dirais, pour les juristes, pour démêler tout ce qui aura été construit et trouver effectivement un cadre réglementaire adapté. Je vais passer la parole à Stéphanie Vincent, donc de la CCI Nouvelle-Aquitaine, qui a tiré son masque. Oui, ma collègue, on est en bureau partagé, mes collègues sont partis. Donc, je vais vous parler d'un dispositif qui… Juste une seconde, Stéphanie. Oui. Donc, vu qu'on a dérapé un petit peu, si on peut faire concis. Oui,
place pour Tout les à questions. fait. Je vais être le plus rapide possible. Je vais juste dire que je parlais d'un dispositif financier de soutien à la mobilité qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être exposé, puisqu'il n'y a aucun changement au contrat de travail, aucun changement ni pour les salariés ni pour l'entreprise, et qu'on va parler de déplacement professionnel. Donc, je vais parler d'un dispositif de soutien au déplacement professionnel et je vais retrouver mon document en écran partagé, voilà, le plus vite possible. Donc, c'est un dispositif financier qui s'appelle Mobilize SME, qui est un projet pilote de la Commission européenne pour essayer de soutenir en fait la mobilité des salariés des PME et des dirigeants de PME au sens européen du terme, pour une durée qui va de minimum 1 mois à 6 mois. Donc, c'est un soutien financier pour une mobilité de salariés sans changement aucun à son contrat de travail. Je ne trouve plus comment on change de slide. Ça marchait tout à l'heure, mais là, je ne vois plus. Il y a Cliquez sur l'écran. Flèche. Cliquez sur l'écran ou avec votre pavé. Ouais. Ah voilà, super. Donc, c'est un projet européen pilote qui apporte un soutien financier, donc, comme je disais, au personnel d'une PME qui se déplace pendant une courte période, donc maximum 6 mois pour ne pas rentrer dans toutes les problématiques qui viennent d'être exposées. Tous les types de motivation de déplacement sont possibles. Ça varie vraiment selon l'entreprise et selon la motivation de ce déplacement professionnel. Donc, je vais arrêter de parler de mobilité, même si c'est le titre en anglais, parce que ça provoque des quiproquos en français. Donc, quelle que soit la motivation de ce déplacement professionnel, c'est un programme agile, il n'y a pas de date butoir pour participer. Et si c'est moi qui vous en parle, c'est parce que je suis la correspondante pour toute la France pour écouter en fait les demandes qui me viennent des entreprises de toute la France. Donc, c'est une mobilité dans un autre pays européen, je vais le dire, évidemment, puisqu'on est quand même dans la mobilité à l'international. C'est un peu plus large que l'Europe. Vous voyez en bas de la slide, qui est sur un autre écran, donc ce n'est pas très pratique. On est les États membres de l'UE et c'est élargi à quelques pays voisins. Alors, il devait terminer en juillet 2022, mais non, c'est prolongé jusqu'en décembre 2023. Tous les types de coopération sont possibles. Alors, d'un point de vue RH, en fait, la Commission européenne souhaiterait que soit reconnue en fait la formation de salariés ou la formation de dirigeants sur le terrain. Donc, le besoin de formation peut être très large. Ça peut être l'acquisition d'un réseau, ça peut être des aptitudes technologiques, ça peut être la meilleure compréhension des liasses fiscales et comptables de mes partenaires de l'autre côté de la frontière. Tout est vraiment possible dès lors qu'il y a un contenu à cette mobilité, qu'on dessine ce qu'on appelle un plan d'activité. Il y a un point A avant la mobilité, il y a un point B après le déplacement professionnel et le salarié aura eu un progrès. Donc, ça affiche les études de marché, les développements de produits, formation, transfert de connaissances, des activités techniques conjointes entre une entreprise et son donneur d'ordre, par exemple, ou son sous-traitant. Tout est possible. La différence avec une mobilité, un déplacement professionnel classique qu'on peut connaître, c'est qu'il faut avoir une société d'accueil de cette mobilité, de ce déplacement professionnel. Il faut un binôme, il faut qu'il y ait une entreprise complice. Donc, ce n'est pas je vais en Espagne, je vais voir plein de gens et c'est pas éligible à ce programme. Donc, il faut que une entreprise qui décide d'envoyer un de ses salariés pour un déplacement professionnel entre 1 à 6 mois dans un autre pays et une entreprise qui soit une entreprise d'accueil ou qui soit l'entreprise d'ancrage. Ça ne veut pas dire que ce salarié va passer 6 mois dans cette autre entreprise, ça veut dire que le plan de formation est en lien avec cette entreprise hôte. Donc, les déplacements, voilà, pendant le déplacement professionnel, évidemment, le salarié doit quand même être la plupart du temps accueilli dans l'entreprise complice, l'entreprise hôte. Tout est possible. Ça peut être en continu, un déplacement professionnel de 1 mois en continu. Ça peut être un déplacement professionnel de 6 mois, mais scindé en phase de 2 semaines, 2 semaines dans le pays, 2 semaines retour en France, etc. Tout est vraiment possible dès lors que l'entreprise qui envoie son salarié ou le dirigeant qui part, où on a même des associations qui sont éligibles, des clusters, des centres technologiques par exemple, dès lors que tout le monde est d'accord sur le séquençage de ce déplacement professionnel.
Voilà, donc il y a évidemment des avantages à participer mutuels. C'est pour ça qu'on parle qu'il faut quand même qu'il y ait un binôme avec une société d'accueil, puisqu'il faut qu'elle y trouve aussi son compte. Donc, malgré les restrictions actuelles, c'est un programme qui fonctionne parce qu'il est très flexible et que le fait de pouvoir séquencer en fait ce déplacement professionnel, ça offre une grande flexibilité qui est appréciée aux entreprises qui font partie du programme. Donc, en plus, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple, en fait. Il faut soumettre une candidature en ligne. Donc, une candidature en ligne, c'est tout simplement remplir un formulaire, mais que j'enverrai aussi au format PDF, parce que des fois, le site n'est pas toujours 100% en fonction. On décrit, on renseigne les coordonnées de l'entreprise, on nomme la personne qui est censée faire un peu le déplacement professionnel et on indique quand même déjà les pistes et le pays cible et les entreprises qu'on aurait identifiées comme étant susceptibles d'accueillir ce déplacement professionnel. C'est un déplacement professionnel à des fins d'acquisition, voilà, je le disais tout à l'heure, un réseau, une technologie, un savoir-faire, c'est vraiment adapté aux besoins de l'entreprise. Donc, je vais donner 3 exemples donc, assez variés. Là, on est donc dans un échange entre un Espagnol et un Belge autour de la connaissance pratique dans le domaine des pianos. Donc, en fait, il y en a un qui avait des pianos à réparer, qui ne savait pas trop, et donc il est allé chercher le savoir chez l'autre. Et l'autre, en même temps, a pu en retour bénéficier de tout un réseau dans le pays de l'espagnol. Donc, voilà, là, il y avait vraiment un rapport donnant-donnant entre ces deux spécialistes de la réparation des pianos. Y compris l'importation. Donc, un des deux partenaires a pu étendre en fait son carnet de fournisseurs de pianos. J'essaie d'aller vite. Hein. Là, quelque chose de totalement différent. Bon, on voit qu'ils ont passé du bon temps autour d'un café. Donc là, c'est la Croatie et alors l'autre, là, par contre, je n'ai pas noté, je l'aurais dû parce que je ne sais pas du tout peut-être baser l'autre entreprise. Donc, en fait, ce sont des entreprises qui ont amélioré leur connaissance mutuelle en fait, des méthodes et des procédures, des délais dans le domaine de l'énergie, puisqu'en fait, c'était pas mal basé autour des softwares et des instruments de mesure. Donc, ils ont échangé pour s'enrichir mutuellement en fait, des connaissances de l'autre et ils sont repartis chacun avec le double de logiciels et d'outils de mesure dans leur domaine de l'énergie, de la gestion de l'énergie. Le dernier sujet complètement différent, c'est dans le tourisme. Là, du coup, c'était pleinement lié à la crise sanitaire où une agence de touristique en Italie et l'autre en Espagne ont décidé de revoir un petit peu leur modèle économique et ensemble, en fait, ils ont pu bâtir des nouveaux programmes de visite à destination de publics cibles et puis surtout progresser dans le domaine du virtuel puisqu'ils ont aussi progressé sur la manière de faire vivre des visites virtuelles tout en les maintenant payantes, bien entendu, puisqu'il s'agit ici de faire du chiffre d'affaires. J'aurais d'autres exemples que je n'ai pas... Un autre exemple plus industriel, j'ai parlé tout à l'heure, donc là c'est une entreprise française, mais je n'ai pas eu le droit de communiquer sur les noms. Donc c'est une entreprise française de textile qui se fournissait beaucoup en Chine, qui a décidé de recentrer en fait sa production sur sa sous-traitance sur son sous-traitant principal qui se trouvait au Portugal. Donc, du coup, le Français est allé au Portugal pour essayer de faire le tour des autres entreprises textiles en fait, autour de son sous-traitant, pour voir qui était capable de faire ce qui était actuellement fait en Chine pour que son sous-traitant au Portugal puisse également lui fournir, en fait, en utilisant les compétences des autres industries textiles autour, lui fournir la totalité de sa gamme. C'est aller plus loin parce que du coup, ils sont aussi participés ensemble à un salon pour s'enrichir aussi mutuellement en fait, des contacts commerciaux et également des contacts fournitures. Un autre exemple qui n'a rien à voir, donc c'est une entreprise pareil française qui est allée en Italie parce qu'elle avait besoin d'informations sur la fiscalité, enfin principalement la fiscalité en Italie, parce qu'elle s'occupe, elle, en France, en fait, de faire venir des professions médicales, en fait. Vous savez que les déserts médicaux en France existent, et donc, du coup, elle fait venir des
professionnel médical, ce n'est pas que des médecins. En France, elle avait besoin de savoir un petit peu mieux justement ce qui était présenté avant, comment ça pouvait se passer pour ces personnes détachées de l'Italie ou expatriées en France depuis l'Italie. Donc, elle est allée plusieurs jours donc, chez sans doute un équivalent du cabinet Vital en Italie pour mieux comprendre en fait ses obligations, elle en tant que société chargée de l'intermédiation pour faire venir ces médecins d'Italie. Voilà, donc plein d'exemples, je pourrais en dérouler encore, mais j'ai promis Ouais, d'être c'est courte. impressionnant. Voilà. Merci, merci. En tout cas, c'est une bonne illustration effectivement de l'agilité, je dirais, et puis des nouvelles formes, je dirais, non pas actuellement de mobilité, merci de la précision, mais plus Voilà, de on est déplacement. plus, voilà, on est dans du déplacement professionnel à des fins d'acquisition de connaissances ou de personnes, d'habitude dans le domaine du commerce international, d'habitudes culturelles. Enfin, c'est vraiment très, très, très très polymorphe en fait. Le soutien par contre financier est limité forcément à 6 mois, puisqu'après, c'est plus un déplacement professionnel, on est obligé de changer le contrat de travail. Voilà. Merci, merci. Je vais demander à Voilà. Xavier Guérard de Business France de prendre la suite sur un sujet connu qui est le volontariat international en entreprise, mais voilà aussi qui s'est adapté à la nouvelle donne. Et donc, Xavier, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je démarre ma vidéo. Je serai bref parce que j'ai vu qu'on avait pris un peu de retard. Vous parlez du VIE en quelques mots, c'est pas très difficile, c'est pas un contrat d'expatrié, c'est pas un contrat local, voilà, c'est le VIE, c'est une formule dont la France a l'exclusivité. Si tu peux avancer, Mathieu, c'est un CDD international, le VIE, je ne reviendrai pas trop sur ce sujet. C'est un dérivé du service militaire en coopération d'avant les années 2000, quand le service militaire a été interrompu, abandonné. Le VIE, l'État a considéré que le VIE était porteur pour les entreprises, pour les jeunes et pour l'internationalisation de l'économie française. Donc, ça a été maintenu, assoupli. Et aujourd'hui, si tu peux encore continuer, on est environ à 100 000 VIE. C'est très cadré, donc c'est ce que je vous disais, l'héritage du service militaire, donc c'est un côté très cadré et puis un côté très souple. On ne peut pas dépasser 6 mois, donc 6 mois minimum à 24 mois. Ce qui se sait assez peu, c'est que c'est ouvert non seulement aux Français, mais aux Européens. On ne peut pas envoyer quelqu'un dans son propre pays, il faut le garder en tête. On n'envoie pas un Espagnol en Espagne, mais un Espagnol, pourquoi pas, formé en France, à la française, peut être envoyé en Argentine ou je ne sais, un Allemand en Autriche et un Autrichien en Allemagne. C'est limité en termes d'âge à 28 ans, c'est vraiment impératif. Le jour où on a 29 ans, on ne part plus. C'est ouvert à tous les types de métiers, tous les pays, sauf les zones de guerre, vraiment 130 pays, plus de 130 pays ont des VIE. Il n'y a pas de limite de diplôme ou autre, et il y a une spécificité, j'y reviendrai très brièvement, c'est que la rémunération n'est pas liée à la formation, au diplôme, à l'expérience, mais au pays dans lequel on est envoyé. Donc c'est un système assez élitiste. En passant, je profite pour dire que l'État nous a demandé de réfléchir à rendre justement ce dispositif moins élitiste, de l'ouvrir aux formations courtes. Et pour ce faire, et dans le cadre du plan de relance lié au Covid, une prime ou une somme de 10 000 € est versée à toute entreprise qui recrute un jeune ou une jeune, c'est ouvert aux garçons comme aux filles bien sûr, issus de formations courtes, c'est-à-dire bac plus 3 ou moins, c'est-à-dire des IUT, des BTS, voire des CAP. Pourquoi est-ce que le groupe Leduf aurait besoin d'envoyer un ingénieur pour faire de la formation à la viennoiserie ou je ne sais, dans quelques pays que ce soit? En fait, jusqu'à présent, ce dispositif privilégiait les formations longues, les ingénieurs, les écoles de commerce avec un peu d'expérience, puisque c'est limité à 28 ans. Aujourd'hui, on fait en tout cas toute une manœuvre de rapprochement des quartiers difficiles, d'une part, et puis des gens issus de formations courtes. Quand je disais que c'était avant 29 ans, dans sa 28e année, l'âge moyen du VIE, c'est 25 ans aujourd'hui, je crois 25 ans et demi.
en quelque sorte. Donc, beaucoup de jeunes diplômés, mais aussi des gens ayant acquis une première expérience ou internationale ou en France et qui veulent partir à l'étranger. C'est donc Business France qui porte exclusivement ce dispositif et qui administre la CVTech, dans lequel il y a environ 40 000 talents, 40 000 jeunes français ou européens de moins de 28 ans, candidats à un poste à l'étranger et qui y mettent leur CV détaillé, très porteur, très international, montrant leurs compétences, leur formation et aussi l'autonomie et les expériences acquises à l'international. Et dans ce site Internet, les entreprises piochent par mots-clés ou bien diffusent des annonces. Ce qui est très original, c'est que ça s'apparente à de l'intérim, d'une certaine façon. L'entreprise contractualise avec Business France et Business France contractualise avec le jeune par une lettre d'engagement, et alors que c'est un contrat par contre entre Business France et l'entreprise, ce qui fait que Business France gère toute la partie administrative, la paye, mais aussi toutes les contraintes liées à la maladie, je ne sais quoi, des accidents ou le rapatriement, ça libère les entreprises de tous ces aspects administratifs. L'entreprise, elle recrute, elle fait passer les examens, elle forme éventuellement avant de l'envoyer à l'étranger, le VIE. Et puis, au bout de quelques mois, si elle est prudente, elle l'embauche pour 6 mois, pour 1 an. Elle peut reconduire son contrat pour, pareil, dans une durée de 24 mois maximum. Et puis, c'est elle, l'entreprise, qui le fait travailler, qui l'envoie dans une filiale, qui l'envoie auprès d'un partenaire ou qui lui trouve un espace de coworking. Et c'est à elle que l'entreprise, que le jeune reporte. Voilà. Et 92% des jeunes sont ensuite recrutés soit dans l'entreprise dans laquelle ils étaient, soit dans une entreprise concurrente ou similaire. Voilà, mais la vocation du VIE, ce n'est pas du tout un stage ou un one-shot, c'est une sorte de pré-recrutement, une sorte de longue période d'essai international. Voilà. J'enchaîne, si tu veux avancer. Oui, merci Xavier. Oui, si tu peux. Voilà, très court. L'indemnité, donc c'est bien payé. C'est pas le stage étranger. Ça va de 1 500 à peu près à 5 000 € selon le pays et la dangerosité. C'est totalement sécurisé en termes de gestion et de protection sociale. C'est un salaire France, un contrat France avec une protection sociale maximale au franc près, qui est facturé de 250 à 481 € selon la taille des entreprises. Voilà, il faut prévoir les dépenses opérationnelles. Ouais, tu peux continuer. Alors, ce que je voulais attirer votre attention particulière, notamment sur l'angle juridique qui est couvert par ce webinaire ce soir. Le gros avantage, au-delà d'être porté par Business France, c'est l'exonération totale de charges sociales et l'exonération aussi d'impôts pour le jeune. En fonction de la taille des entreprises, les PME sont aidées par la région. La région Bretagne, mais des 13 régions aident les entreprises basées sur leur territoire. Et dans le cadre du plan de relance, un chèque de 5 000 € par VIE, plafonné à 2, ou bien un chèque voire de 10 000 € pour les formations courtes dont je vous parlais, qui sont cumulables avec l'aide de la région Bretagne. Voilà, donc, et ça rentre aussi dans les solutions de BPI, d'assurance prospection et autres. Donc, en gros, c'est un type de contrat totalement original uniquement que pour du hors France, que de l'international, et très cadré, très limité et aidé par la puissance publique. Voilà. Parfait. Merci Xavier d'avoir présenté effectivement le VIE de façon succincte mais parfaitement compréhensible. Je vais demander à Étienne de OE de prendre la suite et également, donc voilà, à peu près en 5 minutes, Étienne, si c'est possible. Ton micro est fermé pour l'instant, Étienne. D'accord, voilà. Bon, merci à tous. Je vais faire encore plus vite pour rattraper le temps, mais ça va être difficile maintenant. Écoutez, OE, voilà, c'est une idée originale qui est née il y a 4 ans, 3 ans et demi exactement. On peut passer la slide suivante. Donc, OE, comme OE, il y a quelqu'un, oui, on est là. On est parti d'un constat, c'est que 400 000 entreprises françaises
dont 300 000 TPE ont du mal à mettre un pied à l'international. Et puis en face, on a presque 3 millions d'expatriés qui sont sur place, disponibles. Parfois, ce sont des experts et qui sont disponibles en relais local pour réaliser des missions courtes et ponctuelles. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous fais pas de dessin. J'ai entendu tout à l'heure le merveilleux dispositif Mobilize SME. Bon, c'est génial, mais ça oblige les gens à se déplacer, bien sûr, à marquer une empreinte carbone importante avec l'avion. Et puis, arriver à la frontière des pays, ils se trouvent confinés, voire renvoyés chez eux, voire une fois dans le pays, ils ne peuvent pas revenir. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc, aujourd'hui, voilà, face aux difficultés de déplacement, nous, on a une solution et on peut passer à la slide suivante. Ça va être très court. Aujourd'hui, OE, c'est la première plateforme qui connecte les entreprises qui ont un besoin, si petit soit-il, à l'international, avec la communauté d'expats qui sont experts ou défricheurs, disponibles en relais local, qualifiés. Ils connaissent la culture du pays, ils connaissent souvent la langue. Et voilà, ça permet d'éviter un déplacement, des coûts et une empreinte carbone importante. La slide suivante, aujourd'hui, OE, c'est 12 000, c'est à peu près 13 000 personnes qui sont inscrites et on couvre 152 pays, 153 pays exactement. Et notre business model, c'est très simple, on se rémunère à la journée sur une commission de 20 à 30%, c'est très transparent. Alors, vous me direz comment on paie les expatriés. Soit l'expat a un statut qui lui permet de facturer parce qu'il est freelance, auto-entrepreneur ou qu'il a sa propre boîte, auquel cas il facture une prestation de service, soit il n'a pas de statut. Et là, c'est beaucoup plus simple que tout ce qui a été expliqué auparavant, c'est que là, on passe par une société de portage salarial international. Ce qui fait que l'expatrié va être pris en portage salarial international, il va recevoir un paiement avec un bulletin de salaire, mais sur lequel il n'y a qu'une seule ligne puisqu'il n'y a pas de charge. Il y a 0 charge sociale et 0 charge patronale. Voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir des conditions financières très attractives. Voilà, avec en plus une assurance RC Pro, une assurance rapatriement et la sécurisation du paiement. Bon, je passe pour terminer. Nos clients, ce sont des groupes, des PME, des TPE, voire des entreprises artisanales, des institutions. On a travaillé pour Business France, mais je dois dire ici tout haut et très fort que Business France et CCI International ne sont pas du tout des concurrents, mais au contraire des compléments, et nous sommes très complémentaires d'eux, puisque nous ne faisons pas ce qu'ils font et ils ne font pas ce que nous faisons. Vous allez voir sur la dernière slide qui suit, la dernière slide, Mathieu, voilà, exemple de mission, trouver un local en Australie, près de Sydney. C'est une demande qui a été faite un peu en urgence par une PME dont le dirigeant ne connaissait pas l'Australie et parlait pas anglais. Faire un relevé de prix en Chine, attirer les touristes américains sur un territoire régional, valider la conformité d'un logement d'un stagiaire. Ce sont des missions très courtes, tout cela, qui durent quelques heures et en général, ça n'intéresse personne parce que c'est trop court. Et avec nous, c'est quelques heures à quelques jours. Il n'y a pas de dossier à monter. C'est immédiat. Une entreprise nous appelle un dimanche, elle a la réponse soit le jour même, soit le lundi. Et puis pour terminer, enfin je dis toujours ça, mais je crois que c'est la dernière des dernières. On va passer celle-là, si vous voulez bien. Voilà. Donc OE, c'est une véritable innovation de marché, une solution digitale. Inédite parce qu'on n'a pas trouvé l'équivalent jusqu'à maintenant. C'est rapide, c'est simple, c'est économique, écologique aussi. Et ça permet à toutes les entreprises d'être à l'international, parfois et donc même souvent sans avoir à se déplacer. C'est donc extrêmement simple et économique. Voilà, j'étais très vite, mais je pense que je vous ai dit le principal. Parfait, merci beaucoup Étienne. Et merci à tous nos intervenants pour ce panorama global.
Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Hein. Si je veux dire, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée, mais c'est vrai que c'est, comment dire, il y a tout un cas de figure qui peuvent se présenter et donc des solutions existent à la fois avec les hommes et les femmes de l'art qui maîtrisent le droit, mais aussi avec des institutions et puis des innovateurs. Finalement, on se rend compte qu'on peut toujours trouver un moyen de préserver la solution avec ses clients ou ses partenaires à l'étranger. Et donc, c'était un peu le but de ce webinaire ce soir, de vous donner un éventail, quelques clés de décryptage aussi. Et merci donc à vous tous pour vos interventions et les exemples que vous avez bien voulu partager avec nous. Mathieu, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion? Ouais, un grand merci également à tous nos intervenants et puis préciser que ce webinaire sera d'ici quelques jours sur le Facebook de la Maison internationale de Brest et le YouTube de la CCI MBO. Merci. Merci On à vous toutes et souhaite tous. Au revoir. bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.